Sherlock Holmes, il a cette phrase, il dit tout le temps quand on a éliminé tout ce qui est impossible, ce qui reste aussi invraisemblable que ça puisse paraître doit être la vérité. Moi, je trouve que dans ces cas-là, ça s'applique bien. C'est-à-dire qu'il faut supprimer, en tout cas du début de l'action, ce qui nous paraît totalement impossible. C'est-à-dire l'endroit où le ou la manager paraît est dans un état d'esprit impossible à faire bouger, ou pour des raisons X ou Y, pas forcément parce qu'elle est fautive ou il est fautif, mais parce que tu te dis, bah là, je vois pas comment prendre. Ouais. Et donc, du coup, bah, moi, ce qui me reste, si je peux pas faire là, bah, ce qui me reste, c'est l'autre. Et en fait, je tire le fil comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est impossible? Ok, bah, donc si c'est impossible, je le fais pas, et je fais ce qui reste. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle table ronde du management, et aujourd'hui, étonnamment pour la première fois, avec Agathe. Yes. Salut Agathe. Salut Pat. T'as attendu 1 an Ouais, c'est vrai que ça fait pour 1 faire an. une table ronde. Ouais, j'aime bien me faire désirer comme ça. On n'a qu'à dire que c'est ça, donc t'es heureuse d'être là? Mais ouais, écoute, très heureuse. Je sais pas pourquoi j'ai accepté, mais Ouais, très heureuse. c'est ce que j'allais dire, je crois que t'as répondu trop vite. En fait, je t'ai demandé dans un moment de faiblesse la semaine C'est ça. dernière, il y a pas très Dimanche soir, tu vois. c'est dimanche soir, 19h30. Putain, tu veux pas faire une... Ok. Ouais, voilà. Et voilà, du coup, t'es coincé, t'as dit oui. Exactement. Voilà, je vais aller au bout maintenant. Et oui, on en a pour à peu près 35 minutes, 40 minutes. Aujourd'hui, on a décidé de parler tous les deux d'un problème qui nous paraît assez récurrent, qui est le problème de, on va dire, 2 équipes pour se simplifier la vie. 2 équipes qui n'arriveraient pas à travailler ensemble, qu'elles soient en silo ou dans une logique de conflit. Oui, ça peut aller parfois dans des logiques assez tendues. Ça on en a vu des comme ça. Ouais. Donc on va essayer comme d'habitude de décrire un peu le problème, surtout de trouver des solutions les plus opérationnelles, les plus simples possibles à mettre en place, et puis de réfléchir autour de ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, toi, comment je crois que tu as listé un peu déjà les symptômes ou ce qui fait qu'on peut arriver à des équipes qui marchent pas ensemble. Qu'est-ce que c'est ça. En fait, on s'est demandé qu'est-ce que les managers peuvent faire pour arriver à avoir des équipes aussi qui s'entendent pas et endurer une mésentente. La première chose qui est très forte et qui est logique, c'est quand même de valoriser ses propres objectifs et de stresser ses propres équipes sur ses propres objectifs et donc pas sur les objectifs de l'autre équipe. Oui, ça évidemment c'est le premier symptôme où vous voyez que chacun a l'impression d'être à fond en se disant mais moi je suis à fond, on travaille comme des fous et on fait tout ce qu'on peut quoi, mais on parle que de soi quoi. Donc ça c'est un premier symptôme et ça va évidemment avoir des effets très forts, on verra comment on peut... Ouais, voilà, ça c'est assez proche. On s'est dit aussi de faire des reproches. En fait, c'est toujours plus facile de faire des reproches aux autres, etc. Donc ça induit aussi de la mésentente très facilement. Et puis, pareil, on voit pas directement, mais à tous les moments, on valorise beaucoup notre propre métier. C'est des moments où, en fait, en sous-titre, on dévalorise les autres métiers. Ou en tout cas, c'est l'impression que ça peut donner aux équipes, même si c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Ouais, ça, il y a un exemple juste pour illustrer ça, si vous voulez voir, je l'ai en tête parce que c'était il y a 2 jours dans une usine et c'était très cordial, il le faisait très gentiment, mais n'empêche que la production avait du mal à accepter que la qualité puisse être aussi importante qu'elle, alors que la qualité, elle, se dit qu'elle est tout aussi importante que la production. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont pas vraiment tort ni l'un ni l'autre dans l'absolu, puisqu'ils sont importants tous les deux, mais du coup, il y a une espèce de focus un peu auto-centré qui marche pas très bien. Ouais. Et ça rejoint le 4e point, qui était aussi de dire, en fait, on a des modes de pensée parfois très différents. Et du coup, il y en a qui vont favoriser le long terme, d'autres qui vont favoriser le court terme. La qualité, pour reprendre ton exemple, qui favorise vraiment la valeur produite pour le client et la qualité qui est in fine dans le produit client, alors que la production, elle favorise plutôt la cadence et la quantité. Et en fait, toutes ces différentes façons de voir, ça fait ça peut créer des mésententes entre les équipes. Ouais, ça c'est assez fréquent et d'ailleurs nous on voit ça tout le temps, pratiquement dans un brief sur 2, on nous dit dans mes équipes il y a des silos, il n'y a pas toujours des conflits, mais il y a presque toujours des silos et il y a toujours un peu cette difficulté à faire fonctionner les gens ensemble. Et souvent ça s'insinue dans des toutes petites choses. En fait ils ont l'impression d'avoir les mêmes objectifs, mais quand tu creuses et que tu regardes derrière, oui ça peut être des mêmes objectifs à moyen terme, mais à très court terme c'est pas les mêmes. Et en fait du coup à court terme les équipes elles se retrouvent entre deux. Ouais, elles se retrouvent un peu coincées et elles ont l'impression que leurs chefs se sont pas mis d'accord et que il y a des hiérarchies transversales qui fait qu'elles se sont pas mis d'accord. Elles ont presque l'impression que c'est impossible. Souvent, elles sont payées sur des objectifs qui sont presque contradictoires et donc on va vite créer ça et moins on se parle, plus ça s'aggrave. Et ça peut atteindre des proportions parfois qui sont vraiment de l'ordre de la plaie infectée où il faut agir très très vite. Et ça peut devenir une crise. Ouais. Et d'ailleurs, tu me disais en préparant un truc que je trouvais assez amusant, c'est que dans 80% des cas, on est en silo sans vraiment qu'il y ait de conflit. Quand le conflit va se déclarer vraiment entre les 2
équipes. C'est comme si un peu il y avait une troisième personne qui venait dans le truc. C'est clair. Moi, je trouve que quand tu as l'émotion qui vient vraiment pourrir les relations, elle empêche l'action. En fait, il y a un côté, les équipes se disent non mais déjà je vais pas faire le premier pas, et en plus c'est que des connards en face de moi. Je caricature, hein, mais parfois pas tant que ça. Et en fait, du coup, ça empêche aussi de pouvoir avancer, et ça empêche de faire un travail de bon sens, de s'aligner sur des objectifs communs, de se dire, bah vas-y, on a telle problématique, on va regarder ensemble, on est deux adultes intelligents, on va regarder ce qu'on peut faire. Et en fait, l'émotion peut vraiment mettre le bazar là-dedans et empêcher d'avancer. Et ça, on le voit quand même. On le voit énormément. Et pourquoi on va un peu vite sur tout ça, c'est que on a l'impression, quand vous nous décrivez ces problèmes, que les causes qu'on a définies, vous les avez vues, vous les connaissez. Je pense pas qu'elles soient très révolutionnaires, celles qu'on a listées. Et puis, cette espèce de solution que tu viens de citer très vite, qui est il faut avoir des objectifs communs. Oui, c'est vrai, il faut avoir des objectifs communs, mais en fait, c'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire que si ça suffisait, c'est bon, en fait, on aurait fin de la vidéo, faites ça, et puis c'est très bien. Et d'ailleurs, dans plein de cas, ça suffit, en fait. Ouais. Et on voit bien qu'il y a plein de managers qui arrivent à manager leurs équipes comme ça, et qu'en fait, en se redonnant qu'est-ce qu'on va chercher à long terme, etc., ça marche très bien. Moi, j'ai encore fait un séminaire la semaine dernière où, en fait, on voit bien que le fait de s'aligner sur des objectifs communs et donc des sous-axes communs à travailler, le fait de prendre du plaisir à travailler ensemble, mais en fait, je dis pas que ça résout tout, mais déjà, ça fait avancer et on voit bien que ça suffit. Ouais, clairement. C'est vrai que mon séminaire de cette semaine, c'était pas le sujet principal, mais dès qu'on les aligne sur des objectifs communs, ça fonctionne. Mais là, ce dont on voudrait parler, c'est des moments où c'est plus grave et où on commence, comme tu dis, à se traiter de connard ou tout autre synonyme. On va peut-être pas les faire ici. Non, vous les avez tous. Non, et en fait, donc, ce qui est intéressant dans ces mécanismes-là quand même aussi, quand t'as l'émotion qui arrive à un grand niveau, c'est déjà vrai quand il y a juste du silo, mais plus l'émotion monte, plus c'est vrai. Il y a vraiment un côté, on ne voit plus que ce qui est de la faute de l'autre. Ouais. Et alors ça... Un peu comme dans un couple qui a mal viré. Non, de toute façon, c'est un conflit. Hein, et je pense que on fait pas de géopolitique, mais j'imagine que dans la géopolitique, côté russe, tout est de la faute des Ukrainiens, côté ukrainien, tout est de la faute des Russes. Hein, donc il y a un truc qui est assez... Dans les conflits, on arrive vite à cette conclusion-là. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous êtes concerné, on va imaginer que vous êtes conscient qu'il y a un problème et que vous voulez le traiter. Vous allez voir, déjà, on va essayer... Enfin, pour nous, le problème vient du fait qu'on décrit toujours ce souci pour les autres, du fait des autres, et que la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de le ramener à soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais qui l'aggrave et qu'est-ce que je pourrais faire qui le simplifie. Et hyper souvent, on se rend pas compte du tout de ce qu'on fait, ce qui aggrave la situation. Et parfois, c'est même en essayant de résoudre la situation qu'on l'aggrave. Et en fait, il faut du coup un peu sortir quand même. Et c'est là où il y a vraiment besoin de prendre du recul. Et il y a aussi besoin, très souvent, d'un œil extérieur. Parce que c'est dur de voir que toute la bonne volonté qu'on peut mettre aggrave le système. Deux trucs très concrets. Moi, j'ai deux exemples en tête pour illustrer là, les deux écarts. Enfin, surtout le premier, mais je pense que tu auras des exemples pour le second. Le premier écart, c'est quand on dit c'est de la faute des autres. Moi, j'ai un exemple en tête d'un manager qui est conscient qu'il y a un certain nombre de problèmes dans ses équipes, a décidé qu'il y avait une solution, on va dire, moyen-long terme qui allait fonctionner et espère que les autres vont jouer le jeu. Donc, en fait, là, même si lui, il a pris une part de responsabilité, il est quand même en train d'espérer que l'autre va être bon. Donc ça, déjà, ça va être très compliqué parce que du coup, on voit bien qu'on va être dans une négociation très complexe. Et puis toi, est-ce que tu as des exemples, c'est parce que tu m'en parlais hier, je trouvais ça vraiment intéressant, aussi de managers qui s'oublient un peu eux-mêmes dans le problème. En gros, souvent, donc on peut voir là où l'autre équipe est en faute. Et en fait, très souvent, moi, ce que je vois, quand nous, on voit surtout des managers, en fait, les managers voient bien que les équipes, pour elles, c'est la faute de l'autre, etc. Mais en fait, ils oublient aussi qu'à leur niveau, ils peuvent être impliqués. Et très souvent, nous, ce qu'on nous raconte en premier rendez-vous au départ, quand on nous explique la situation, c'est que les équipes ne s'entendent pas, mais que leurs chefs s'entendent bien. C'est les chefs qui nous racontent. Et moi, ce que j'observe quand même, c'est que très souvent, en fait, ils s'entendent bien en superficie, mais que dès qu'on creuse un petit peu, en fait, ils sont pas alignés. Il y a plein de choses qui vont pas et qui donnent aux équipes l'impression qu'ils sont pas alignés. Donc, si vous êtes un manager et que vous avez un conflit entre votre équipe et celle d'en face, premier point, c'est pas de la faute de l'autre. Enfin, en tout cas, on va arrêter de dire ça. Pas de la faute de l'autre équipe. Et deuxième point, c'est pas que votre équipe, mais vous êtes très bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Et très souvent, je trouve ça assez insidieux parce que c'est toujours un peu politique entre managers. Donc, en fait, on se dit oui, Patrick, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que le moyen terme est important aussi, pas que le long terme. Et tu me dis oui. Mais en fait, toutes les implications qu'il y a derrière, en fait, on les traite pas en live. Et du coup, derrière, en fait, comme on va animer les choses, chacun, on va animer nos objectifs, et en fait, on s'est pas vraiment aligné et on n'a pas pris toutes les conséquences de ce qu'on disait à nos équipes en compte.
Exactement, ouais. Et du coup, la solution, enfin, en tout cas, sur ce premier aspect, mais qui, selon nous, est le plus important qu'on va développer aujourd'hui, c'est que si vous êtes manager et que vous êtes dans cette situation-là, je vous accuse pas, c'est-à-dire qu'il y a plein de causes, mais maintenant, on va considérer on va se concentrer sur vous et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous devriez arrêter de faire. Ou quelles sont les stratégies que vous devriez mettre en place pour que ça solutionne. Et si on est tout bêtement à 180 degrés de ce qu'on vient de se dire, pour moi, le premier truc, c'est que si vous êtes en conflit avec une autre équipe, votre premier move, ça doit être de défendre l'autre équipe. Auprès de ta propre équipe. Ouais, auprès de toi-même déjà. Est-ce que tu es convaincu que l'autre équipe a de bonnes raisons et il va falloir les défendre? D'abord, je m'en convainc et ensuite, je vais vers l'autre équipe. Typiquement, on disait prod qualité, je suis responsable de prod, j'ai un conflit avec la qualité, j'explique à la prod que la qualité est notre priorité. J'explique à ma prod que la qualité est notre priorité. Et ça, je trouve que c'est un super bon exemple parce que sur un site, concrètement, tes chefs de prod, en vrai, ce que tu animes au quotidien, dans tes réunions avec tes managers de terrain, c'est quand même la cadence, le fait de ne pas avoir trop d'arrêts, c'est tous ces éléments-là que tu t'es donné et que tu animes au quotidien. Et en fait, il faut, je dis un peu schizophrène, mais c'est ta responsabilité à toi de savoir intégrer de la complexité. Tu peux pas demander à tes équipes de l'intégrer. Donc c'est toi qui dois avoir un double objectif. Et bien sûr, tu vas animer au quotidien tes indicateurs normaux, mais il n'y a que toi qui peux ramener l'indicateur de l'importance de la qualité. Et c'est pas quelqu'un d'externe de la qualité en transverse qui va pouvoir avoir ce poids-là. Parce que sinon, en fait, il aura toujours moins de poids que le manager. Quand moi, je suis manager d'une équipe en prod, entre ce que me dit la personne en transverse et ce que me dit mon chef en direct, je suis pas bête, hein. Je sais que j'écoute mon chef d'abord. Ouais, et puis il y a un effet psychologique hyper fort, c'est que si vous défendez pas la qualité de façon, dans notre exemple, de façon très très forte, vous défendez vos objectifs à vous. Et donc du coup, je trouve qu'on éveille une espèce de méfiance et on va pousser le partenaire, enfin qui ne l'est plus du coup, la qualité, à se dire « Ouh là là là, il faut qu'on s'impose » parce qu'ils veulent pas de nous. Et donc ils vont agir encore plus fort. Et moi, je trouve que quand il y a un conflit, faut aller vraiment à fond là-dedans, quitte à être caricatural, et de se dire « Moi, j'irai voir le responsable de qualité ou mon truc en lui disant « Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te défendre, tu vas me défendre, et on va vraiment inverser, sans changer de poste. » Ouais. Mais vraiment inversé. C'est-à-dire, je dois être le défenseur de la qualité dans la prod et tu dois être la défenseur de la prod dans ta qualité. Et je suis d'accord, et je me vais peut-être dire un truc un peu tarte à la crème, mais j'ai envie de dire, à la limite, si t'es chef de la prod et que la qualité veut pas bouger tout de suite, t'as même intérêt à faire ça dès le départ, à défendre la qualité. Parce qu'en fait, si tu le fais pas, ce que tu disais, ils vont devenir un peu agressifs vis-à-vis des équipes et ils vont faire les choses de façon un peu plus bête et méchante. Alors que si jamais tu commences à défendre la qualité, en fait, déjà, tu leur crées un cadre dans lequel ils vont pouvoir exercer leurs fonctions de façon beaucoup plus intelligente. Et du coup, il faut pas oublier que, je trouve que c'est toujours dans son propre intérêt du chef de prod de défendre la qualité, même si la qualité va pas défendre la prod auprès de son équipe. Ouais, et là, donc vraiment, encore une fois, vous avez compris, on est dans un exemple, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense vraiment que on va énormément gagner en efficacité en ayant cette inversion-là et en la défendant très 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 fortement, quitte, si la situation est très grave, à la caricaturer et à y aller à inverser fond. Carrément. Ouais. Et j'irais même jusqu'à dire que moi, dans une situation qui serait extrêmement aggravée, j'inverserais les objectifs en termes de rémunération. C'est-à-dire que j'inverserais, en tout cas, j'irais vraiment dire à la prod, en fait, maintenant, moi, je vous attends sur un taux de qualité et à la qualité, je vous attends sur un taux de prod. Parce que sinon, en fait, on est toujours en train de se méfier de l'autre. En fait, il faut jamais pousser l'autre à être en défense. C'est cool ce que tu dis, t'as déjà vu ça? Parce que j'ai jamais vu un manager cause faire ça vraiment. J'ai vu des managers qui mettaient des petites doses. Ouais. Mais dans des cas très graves, moi, je pense qu'il faut oser des doses un peu plus importantes. En fait, je crois que si tu forces, je sais pas si c'est pareil dans la géopolitique ou dans les couples, mais j'ai l'impression que si tu forces l'autre à se défendre, irrémédiablement, la relation va se dégrader, quoi. Si tu arrives à donner les preuves que tu n'attaques pas, donc il n'y a pas lieu de se défendre, et pas juste déclarative, je pense que tu vas quand même beaucoup changer les choses. Et de le faire à contre-pied, c'est-à-dire avec les gens qui ne s'y attendent pas. Et ça, je pense que c'est quand même, pour moi, la première piste de travail. Ouais, et du coup, ce que tu dis, ça demande d'être tactique, en fait. C'est vraiment être... pas forcément prendre les choses de front. Ouais. J'ai mis une anecdote comme ça, alors c'était pas de la prod et de la qualité, entre des opérationnels et du marketing, donc qui sont pas sur les mêmes timings, puisque le marketing va avoir très logiquement des envies liées avec le marché, la vitesse de demande des clients, etc. Donc c'est des gens qui sont
pressés par nature. Et les opérations, les gens qui font les produits, c'est des gens qui veulent que les produits soient bien, qu'il n'y ait pas de défauts, pas de retours, et donc ils sont patients par nature. Donc c'est normal, enfin, dans plein de boîtes ça se passe très bien, il suffit d'avoir compris quel était le rôle de chacun, et si on communique bien, vous êtes un peu pressé, on est un peu patient, mais au milieu il y a sûrement la vérité. Quand on s'est trop écarté, on a des gens qui sont trop pressés d'un côté, des autres qui sont trop patients de l'autre, et moi je disais aux personnes des opérations, il faut que tu sois un peu pressé, en fait il faut que tu te montres un peu pressé. Il nous a dit, t'étais avec moi, mais il nous a dit, je suis pas, oui moi aussi j'ai vu que ça, oui mais dis-le, sois le défenseur du problème de ton adversaire. Ça paraît bizarre ça, hein. Mais défendre le problème de son adversaire, pour moi, c'est une vraie clé dans notre système. Oui, quitte à ce que ce soit ton adversaire, mais... Ouais. Non, mais tu vois, Oui, non, c'est sûr. c'est très bizarre, mais je pense que c'est la meilleure solution, c'est peut-être même la seule dans certains cas. Oui, je pense que si tu passes par là, de toute façon, tu peux même pas un peu enlever cette troisième personne qui est l'émotionnel aussi. Ouais. Parce que sinon, on a l'impression de ne pas être compris. Et c'est quand même la base aussi. Défendre le problème de ton adversaire, c'est aussi une façon de lui dire j'ai bien compris ton enjeu et je vais travailler avec toi pour ton enjeu. Ouais. Sous-entendu, viens travailler avec moi sur le mien. Voilà, maintenant j'ai mes contraintes. Mais même si tu viens pas bosser tout de suite avec moi sur mon enjeu, j'ai mes contraintes et en fait, je vais le faire avec mes contraintes de te servir. Mais voilà. Ouais, et je crois pas que ce soit accorder une victoire planée entière à l'autre. Hein. Je crois vraiment au contraire, je pense que si vous le faites le premier, vous êtes en train d'ouvrir la solution en très très grand. Si la personne saisit pas du tout, vous aurez quand même fait, à mon avis, le move le plus malin, etc. Et si elle saisit, à la fin, on pourra se dire que vous avez bien ouvert la porte, quoi. Donc, je pense qu'on va s'en sortir grandi. Oui, c'est sûr, je suis d'accord. Il y a un autre truc auquel je pensais, Patrick, c'est qui est un peu en lien avec ça, mais c'est que j'observe assez souvent entre des équipes qui s'entendent pas, où tu peux avoir une sorte de hiérarchie tacite entre les équipes, notamment. En fait, ça dépend énormément des entreprises. Tu as des entreprises où c'est les marketing qui sont au centre et voilà. T'en as d'autres, c'est la R&D, t'en as d'autres, c'est la prod. En fait, en fonction de la boîte, tu vas avoir... Mais en fait, cette hiérarchie, elle peut miner énormément les relations. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que très souvent, en fonction de qui est le chef de tout ça, ce qu'il faisait avant, en fait, ça joue beaucoup. Et quand même, dans une boîte où le marketing est un peu au-dessus des autres services, si les chefs sont des chefs du marketing, ça peut donner l'impression aux autres que le marketing est privilégié, alors même qu'il ne l'est pas. Ouais, tout à fait. Parce que ça, Et ça, moi, j'avais un exemple très récent. Là, je travaillais il y a quelques jours sur une chaîne de télévision. Donc une chaîne de télévision, basiquement, tu as deux grands mondes, pour faire simple. Tu as d'un côté les journalistes qui produisent l'info et de l'autre côté les techniciens qui font l'image. Je sais pas si c'est évident pour toi, mais en tout cas, évidemment pour eux. C'est pas les techniciens. C'est pas les, voilà, donc c'est évident pour toi, donc c'est pas les techniciens, c'est vraiment les journalistes qui font le truc. Et ça génère énormément de problèmes, puisque tu as des journalistes qui vont mépriser le problème technique, qui vont le minimiser, etc. Du coup, des techniciens qui se sentent maltraités, donc ils sont pas spécialement serviables, etc., etc. Et donc là, pour moi, c'est encore la même chose, toujours un peu la même solution, c'est que, pour moi, dans cet exemple-là, c'est aux journalistes de faire l'effort. Pour moi, quand on a ce genre de déséquilibre, et il y en a dans quasiment toutes les boîtes, c'est aux journalistes, c'est-à-dire c'est au point fort de faire exister l'équipe faible. Et quand c'est comme ça marche du feu de Dieu. Et dans notre séminaire, il y avait des techniciens qui avaient été invités par le patron qui, évidemment, est plutôt côté journaliste, par nature, mais qui a dit non, moi j'invite les techniciens. Et les techniciens, ils sont tellement pas habitués d'être là, tellement contents, tellement reconnaissants d'être enfin là. Qu'ils ont brillé de mille feux pendant toute la journée. Et il a bien fallu reconnaître que c'était vachement bien de bosser avec eux directement dès le début, alors que d'habitude on faisait tous les trucs avec les journalistes, puis après on passait notre commande au bas peuple, tu vois. Et ça c'est vachement intéressant, mais soyez conscients de votre responsabilité. Si vous êtes dans l'équipe forte, c'est à vous. Enfin, c'est plus facile si c'est vous qui faites l'effort, qui ouvrez la porte, quoi. Oui. Je suis d'accord. Mais du coup, si t'es dans l'équipe faible et que les forts font pas l'effort, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu vois. Eh ben, t'es dans la merde. Non, mais je veux dire, si vous êtes dans l'équipe forte, allez-y parce que vous allez avoir des résultats très rapides. Je suis d'accord. Si t'es dans l'équipe faible, le chemin est un peu plus long, objectivement. C'est un peu plus risqué d'ouvrir beaucoup la porte à l'équipe forte. Elle est déjà forte et tu peux te dire, mais je vais encore plus me faire bouffer. Donc, c'est un peu plus délicat. Néanmoins, je pense qu'il faut y aller. Mais je pense que ça va être un petit peu plus long parce que, par nature, vous avez une relation qui n'est pas tout à fait équilibrée. C'est pour ça que moi, dans ces cas-là, j'ai toujours envie, quand c'est l'équipe faible qui veut progresser, ça me donne envie de monter d'un cran et de dire, il va falloir que tu m'aides en allant mettre l'équipe
faible en lumière pour m'éviter d'être dans un système autant déséquilibré, quoi. Oui, c'est vrai que le fait d'aller chercher le soutien de la hiérarchie hyper Ouais. concrètement pour valoriser ou pour valoriser les efforts aussi qui sont faits, ça peut être une des solutions. Moi, j'ai en tout cas toujours le réflexe dans ce genre de problème Mhm. de me dire, alors que c'est l'inverse qu'on nous raconte, Ouais. pour moi, le problème, il est rarement plus bas, il est souvent plus haut. Oui, ça je suis d'accord. Ouais. Et même si les symptômes sont souvent très bas, les causes sont souvent beaucoup plus hautes. Et donc, montons là où il faut jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise « Non, mais on arrête les conneries, là ». Parce qu'en fait, on est deux. Dans l'exemple de la télé, on est en fait des journalistes sans techniciens, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de télé, fin de l'histoire. Ouais. Enfin, tu vois, c'est tellement évident à un certain niveau que c'est OK. Mais parfois, je trouve aussi que ça met les managers de ces deux équipes, tu vois, ça les contraint aussi à aller chercher des objectifs beaucoup plus tangibles, communs, sur lesquels on va faire un peu de concessions et sur lesquels c'est quand même à eux de s'aligner. Parce qu'en fait, si tu as les managers qui refusent de faire cet exercice-là, c'est hyper dur pour les équipes. Et c'est elles qui se retrouvent avec des ordres contradictoires et à devoir gérer. Moi, ce que j'observe, c'est que parfois, tu as très haut, on leur dit oui, il faut que vous fonctionnez ensemble. D'ailleurs, on a les mêmes objectifs, etc. Et puis, en fait, concrètement, quand tu es face à la réalité, c'est quand même compliqué parce que les objectifs sont pas les mêmes, objectivement. Et il faut quand même que les managers n'oublient pas leur rôle, parfois de se mettre sur un coin de table. L'émotionnel est moins fort quand même, souvent, au niveau des managers. Ça dépend. Non, ça dépend. En tout cas, s'il est très fort, nous, on voit, on est souvent appelé quand c'est comme ça. C'est-à-dire que quand les managers sont incompatibles, on nous appelle. Franchement, c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez souvent. Et moi, je sais que mon réflexe, c'est évidemment, il y a toute la théorie qui dirait objectif commun, il faut que vous vous mettiez d'accord, mettez-vous, faites un projet commun, etc. Mais en fait, si on nous appelle, c'est que c'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible de façon immédiate et simple. Donc moi, mon premier réflexe, et c'est très compliqué, mais je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer, c'est que je vais faire un truc imparfait. C'est-à-dire que je vais vraiment choisir de quel côté j'ai l'impression que je peux avoir un résultat à peu près rapide. Et il y a plein de raisons qui peuvent me faire avoir cette réflexion-là. Là où je pense que je peux avoir un résultat rapide, je vais essayer de vendre à la personne concernée le fait de dire « J'ai bien compris que c'était pas que de ta faute, je sais, c'est pas que de ta faute. Mais par contre, on va trouver la solution chez toi. Pour telle et telle raison, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Et une fois que j'aurai trouvé un bout de solution du côté 1, je vais prendre appui sur ce bout de solution côté 1 pour aller chercher un bout de solution côté 2. Mais ce qui est assez perturbant, c'est que du coup, il y a un côté assez déséquilibré dans l'action. C'est-à-dire que je prends parti d'une certaine façon. Mais il faut bien expliquer. Pour moi, il faut vraiment bien expliquer la tactique et dire « Oui, je sais que c'est de la tactique. En fait. C'est bien de la tactique. J'ai pas choisi mon camp au sens où c'est toi le méchant et donc je vais te calmer. J'ai vu chez toi une possibilité de solution. C'est comme ça que tu arrives à traiter une équipe sans lui laisser penser qu'elle est fautive. Je la vois comme une solution et pas spécialement comme le coupable. D'ailleurs, on ne l'a pas dit en introduction, mais il faut tout de suite sortir de rechercher le coupable, etc. Parce que là, sinon, tu t'en sors pas. À partir du moment où tu te dis qu'il y a une équipe qui est plus connasse que l'autre, tu rentres dans le jeu et du coup, tu es plus capable de résoudre les problématiques des deux équipes qui s'entendent pas. Ouais, exactement. C'était plus une petite parenthèse, mais et dans ce que tu dis, moi je suis d'accord, mais je pense quand même qu'à un moment où tu peux pas faire l'économie des deux managers quand même qui s'alignent. Mais parfois poussés par les équipes, je suis d'accord. Poussés par les équipes et donc dans un deuxième temps. C'est-à-dire que moi je vois bien que, en fait, je te l'avais dit la dernière fois qu'on a travaillé sur ce problème-là, moi j'ai un peu le réflexe Sherlock Holmes dans ces moments-là. Tu sais, Sherlock Holmes, il a cette phrase, il dit tout le temps quand on a éliminé tout ce qui est impossible, ce qui reste aussi invraisemblable que ça puisse paraître doit être la vérité. Moi je trouve que dans ces cas-là, ça s'applique bien. C'est-à-dire qu'il faut supprimer, en tout cas du début de l'action, ce qui nous paraît totalement impossible. C'est-à-dire l'endroit où le ou la manager paraît est dans un état d'esprit impossible à faire bouger ou pour des raisons X ou Y, pas forcément parce qu'elle est fautive ou il est fautif, mais parce que tu te dis là je vois pas comment prendre. Et donc du coup moi ce qui me reste, si je peux pas faire là, ce qui me reste c'est l'autre. Ouais, mais c'est bizarre quand même parce que c'est pas les fautifs. Ah ouais, mais j'ai que ça. En fait, je peux pas faire autrement. Donc je fais ça. Et en fait, je tire le fil comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est impossible? Ok, donc si c'est impossible, je le fais pas et je fais ce qui reste. Et après, tu utilisais la métaphore de tirer le fil, mais pour moi, c'est hyper vrai quand même. Dans ces situations-là, c'est quand même des nœuds. Moi, j'ai vraiment l'image d'un nœud dans la tête à chaque fois. Et je trouve qu'il faut juste, tiens, il y a un fil, je tire, où est-ce que ça mène? Et vraiment comme quand on défait un gros nœud et puis on prend des bouts de fil, on tire, etc. Et il y a un petit côté, on prend pas le problème de façon macro,
Mais on va tirer des fils, on va voir où est-ce que ça nous mène et petit à petit, on va réussir à faire quelque chose qui a un peu plus de sens, quoi. Et on tire jamais comme un bourrin quand on fait un nouveau oui. fil, parce que si on tire comme un bourrin, on bloque le truc. Ouais. Et c'est vraiment important parce que c'est ce qui est difficile à comprendre pour vous si vous êtes dans cette situation de crise. On aimerait pouvoir le résoudre avec un coup d'éclat, un grand moment fédérateur où on se retrouve autour d'un... Oui, j'adorerais vous dire que ça peut marcher. J'y crois pas un instant. Si vous êtes en crise, ça marchera pas. En tout cas, pas tout de suite. Et donc, il faut d'abord tirer les fils avec délicatesse. Et c'est quand on a à peu près compris ce qu'on avait en face de nous, on a eu des petits résultats, on a mis les gens les uns à la place des autres, on a commencé à faire des petits pas, que là, vous pouvez tenter votre gros coup, réunir tout le monde, faire une fête, un barbecue, machin. Mais barbecue, c'est important. Hein. Mais il faut pas le faire trop tôt. Pour tirer le fil, concrètement, tu choisis comment les fils que tu tires, du coup? Bah moi, Sherlock Holmes. C'est-à-dire que celui, tu sais, quand tu démêles un nœud, Ouais. celui qui bouge pas du tout, bah je laisse tomber, je prends l'autre. Enfin, tu vois. Donc j'ai On vraiment. teste, quoi. Tu prends les managers Ouais. de l'équipe ou une toute partie de façon- l'équipe et tu testes, tu tires des fils, tu vois. Quand tu fais ton diagnostic initial, si vous êtes un RH et que vous faites le diagnostic Ouais. initial, vous voyez tout de suite. C'est-à-dire que vous voyez tout de suite si vous avez une porte ouverte ou vous n'en avez pas. Et encore une fois, tout ce qui est impossible ne doit pas être fait parce que ça va aggraver la situation et ça servira à rien de dire oh bah j'ai quand même essayé. Non, arrête, t'as essayé, on savait dès le début que ça marcherait jamais ton truc. Vraiment, moi j'ai une démarche un peu par élimination à la Sherlock Holmes en me disant bon là c'est vraiment la merde. Donc je prends ce qui est possible de faire, j'élimine tout le reste. Et puis petit à petit je vais me rendre compte ah tiens ça, en jouant ça m'a ouvert la possibilité numéro 2. Et dans ce que tu dis, il y a aussi un côté, je m'arrête pas dès qu'il y a un fil qui bloque Non. et je vais en chercher d'autres et je sais que je vais bloquer sur pas mal de trucs. Et du coup, je mets plusieurs cordes à mon arc. Exactement, si c'est ça. Ouais. Alors entre les cordes et les fils, on s'en mêle, tu vois. Mais... Non, mais il y a vraiment ce truc, effectivement. Voilà, non, mais il y a vraiment un truc quand même d'essai-erreur. Et dès que c'est impossible, je tire pas comme une mule. Ouais. J'arrête, je fais autre chose. Et ça, il faut le faire de façon très concertée avec les gens. Il faut qu'ils comprennent que ce que tu es en train de faire, parce que sinon, moi, je me rends compte parfois, les gens accusent les gens qui amènent des solutions, donc des consultants, des RH ou autres, de renoncer ou de faire des compromis. En fait, moi, je fais juste des compromis pour pas foutre encore plus la merde. En fait, je fais pas vraiment des compromis sur le fond. Je cherche juste le fil qui va me permettre de dérouler la plotte. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un truc spectaculaire et brillant le premier mois. C'est d'avoir résolu le problème dans 3 mois, tu vois. Et si dans le premier mois, faut faire des trucs un peu absurdes, un peu bizarres, qui ont l'air un peu injustes, mais que ça va marcher, en fait, faisons-le. Tu vois, je m'en fous, je suis pragmatique au dernier degré dans ces cas-là. Et c'est ça toute la difficulté quand même, c'est d'embarquer des équipes sur le fait de faire un peu un saut dans le vide et d'y aller avec une petite foi en l'autre quand même au départ et de se dire bah, j'ai ça ou rien à faire donc je le fais, mais voilà. Voilà, donc prenez sur vous, faites à de votre niveau et tout ça. Du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'en tant que manager, tu peux faire 2 choses. Il y a le côté tirer sur les fils, là, qu'on vient de développer pas mal. Et l'autre, c'est vraiment de porter les objectifs de l'autre équipe. Ouais, défendre l'autre. Et de les défendre à fond. Le mieux, c'est que l'autre équipe en face fasse la même chose. Et puis sinon, tu fais tout seul, au début au moins. Donc, bah, vous avez peut-être vous aussi vécu des situations de tension avec vos équipes et d'autres équipes. Dites-nous en commentaire comment est-ce que vous les avez vécues, comment est-ce que vous avez pu en sortir. Et puis, dites-nous aussi ce que vous pensez des solutions que nous, on a pu aborder. C'est peut-être pas les solutions, les seules en tout cas. Donc voilà, on est toujours preneurs des autres bonnes idées d'autres managers. Bon, et puis on se retrouve dans 1 an pour une nouvelle table ronde. Et bah voilà. Et ben, ça marche. Salut Agathe, salut à tous. Salut Pat.